L'industrialisation, la clé de l'émergence africaine. Plusieurs experts de l'Union africaine sont réunis à Abidjan. À suivre également dans cette édition l'ouverture aujourd'hui à Abidjan du colloque international sur le nouveau visage de la francophonie. L'ex-président centrafricain François Bozizé s'est réfugié au Cameroun. La communauté internationale désapprouve le coup de force de la rébellion de la Séléka. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2. On commence tout de suite en images avec la réunion des experts de l'Union africaine sur l'industrialisation. Au sommaire, les problématiques permettant au continent africain de ne plus se limiter à une économie basée uniquement sur l'agriculture. Il s'agira donc de se tourner résolument vers l'industrialisation de l'Afrique. Et je vous propose maintenant d'écouter quelques réactions des participants à cette réunion de l'Union africaine sur l'industrialisation de l'Afrique. Le défi de l'émergence est donc d'accélérer la transformation de nos économies pour accroître la part des activités industrielles dans nos pays et le poids des exportations des produits manufacturés dans le commerce mondial. Il nous faut d'abord la stabilité politique, donc la sécurité, un cadre macroéconomique stable et l'amélioration de la compétitivité de nos économies. Et ceci nécessite également la mise en place d'infrastructures économiques nécessaires, notamment la question d'énergie. Et nous devons faire plus pour mettre à disposition de notre secteur industriel de l'énergie à bon marché et de bonne qualité. Voilà, vous avez pu suivre l'intervention du président ivoirien Alassane Ouattara. La CEDEAO et l'Union africaine renforcent les capacités de la société civile africaine. Objectif, faciliter la ratification et la vulgarisation de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. La rencontre se tient ici à Abidjan jusqu'au 29 mars prochain. Commentaire Michel Digré. Les représentants de la société civile de 11 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, formés sur la ratification, la vulgarisation et la mise en œuvre de la Charte africaine. Les travaux portent en outre sur les élections régulières et transparentes, la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est de renforcer les États-nations qui sortent d'une situation difficile pour aller vers des ensembles viables, comme la CEDEAO, l'Union africaine, pour que nous allons ensemble, parce que seul, on ne peut rien. À l'issue de ce séminaire, la société civile africaine devrait s'impliquer de plus en plus dans la promotion de la charte africaine. Cette charte n'a jamais été aussi actuelle que le moment dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est de la responsabilité des organisations de la société civile d'informer largement les populations sur le contenu de cette charte. Avoir déjà la charte, avoir le protocole, c'est bien fait, c'est bien rédigé. Maintenant, il faut mettre en place une politique pour que ça puisse être vraiment compris et ça puisse être mis en œuvre. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a été adoptée en janvier 2007 et signée par 27 pays africains. Manque encore à l'appel la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Libéria. Le colloque international sur le nouveau visage de la francophonie. Cette rencontre est une contribution de la Côte d'Ivoire au débat en cours sur l'avenir de la francophonie. Les explications de Franck Kouadio. Un colloque international pour une francophonie plus proche des réalités sociales dans le paysage francophone. Le pari est tenu par la Commission nationale de la francophonie et pour planter le décor, le soutien de la tutelle. La francophonie, ce n'est plus aujourd'hui une ligue de défense d'une langue coloniale, mais un ensemble d'hommes et de femmes rassemblés autour des valeurs d'humanisme, de liberté, de justice. Pas de colonialisme de la langue, mais plutôt un plurilinguisme au service de la communauté. Cet aspect sera au cœur des débats. Chaque langue est un enrichissement pour toutes les autres. Et il n'est pas pensable de savoir même qu'on parle une langue si on en parle une seule.
Mais la cohabitation n'est pas toujours facile. Les langues fortes, plus inclines à recevoir plus. Si les langues partenaires africaines sont à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu des choses dans l'histoire. Par exemple, le fait que ces langues-là n'ont jamais été admises à l'école n'a pas favorisé leur développement. Si on l'avait fait, peut-être qu'elles se seraient aussi développées aujourd'hui. Quand on parle de bilinguisme, de multilinguisme, ça aurait un sens. Il y a donc quelque chose à faire. Il faut qu'on puisse non seulement que toutes ces langues disposent d'écriture, mais il faut qu'elles s'enrichissent, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent au monde moderne. D'autres thèmes ont émaillé ce colloque supervisé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines, ASCAD. Suivant à présent la déclaration du ministère de l'Éducation nationale à propos des perturbations depuis ce lundi 25 mars des cours dans l'enseignement public par un groupe d'enseignants. Le message est lu par l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale, Ibrahima Kourouma. Le salaire étant par définition la contrepartie d'un travail accompli, comment des agents qui n'ont pas travaillé peuvent-ils raisonnablement réclamer un salaire? Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique réaffirme son engagement à créer les conditions du respect du temps de travail imparti en vue de protéger le droit à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a de tout temps privilégié la concertation avec acteurs et partenaires comme principale modalité de recherche de solutions aux maux qui minent l'école. La dernière rencontre avec le syndicat du secteur éducation-formation a eu lieu le 12 mars 2013, en prélude à la réunion prévue avec le Premier ministre, en attendant la prise de mesures conséquentes pour garantir une sérénité durable au sein des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Les activités et les enseignements prévus restent maintenus sous la vigilance, sinon sous la surveillance des forces de l'ordre et de sécurité. La jeunesse de Côte d'Ivoire s'engage dans la protection de l'environnement. Elle a élaboré une stratégie sur la salubrité et l'amélioration du cadre de vie. À cet effet, un jeu concours pour sensibiliser sur l'environnement a été organisé par le réseau des jeunesses des cités. C'est un reportage de Ami Kanga. Relever le défi du développement durable par la protection de l'environnement, c'est possible. En tout cas, des jeunes à travers le réseau d'entraide des jeunesses des cités, REJEC, ont mis les bouchées doubles en produisant des documents. Ils ont participé à un jeu concours dénommé « Je parle de mon environnement ». Il y a tellement de problèmes qui se posent avec acuité à l'Afrique que quand on voit que les associations sont uniquement portées sur les sorties à la plage, les manifestations dans les maquis, alors que tout autour de nous, l'environnement se dégrade. Alors nous avons voulu prendre notre bâton de pèlerin et dire à toute cette jeunesse-là de commencer à réfléchir sur ces questions-là. Sur 126 documents produits, seulement 6 ont été retenus par le conseil scientifique chargé de les évaluer. Toute chose qui passe par l'éducation à l'environnement basée sur les méthodes africaines. J'ai été écœuré de la tournure que prenaient les choses dans mon quartier. Je me suis rendu compte que la population avait si peu de gars pour son cadre de vie. Et ce cadre de vie-là, bien entendu, allait vers son déclin. Les autorités ne devaient pas se limiter à faire de la sensibilisation, mais on devait plutôt en arriver à l'éducation, à la chose environnementale. Et en plus de l'éducation, il faut aussi faire de la répression. À travers ce concours sur l'éveil des consciences environnementales, le REJEC veut amener les jeunes à s'impliquer dans l'assainissement de leur cadre de vie. Quel apport du secteur bancaire pour la relance économique ivoirienne? La question était au centre d'un déjeuner-débat initié aujourd'hui par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Les participants ont également fait le bilan de leurs activités pour l'année 2012. On écoute Michel Digré.
Le secteur bancaire en Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est du moins le diagnostic fait par les professionnels des établissements financiers. De 2008 à 2012, 5 nouvelles banques ont obtenu leur agrément pour exercer en Côte d'Ivoire. Le réseau d'agences est passé de 281 agences à 620 sur la même période. Les crédits à la clientèle pour 2012 s'élèvent à 2354 milliards de francs CFA. Les banques entendent faire plus pour 2013, notamment dans le cadre du financement des logements sociaux. Les banques sont partantes pour le financement des logements sociaux dans le cadre du mécanisme qui est en train d'être mis en place. Je pense que le processus doit être lancé au niveau du gouvernement afin que les banques se l'approprient et effectivement financer aussi bien les promoteurs que les acquéreurs qui vont participer à ce processus-là. Les banquiers souhaitent par ailleurs investir davantage dans le secteur agricole si les questions liées au foncier rural sont définitivement réglées. Nous souhaitons que la problématique du foncier rural soit également réglée afin que les plantations des paysans soient dotées de titres fonciers. Et tout ceci va permettre aux banques de mettre en place des produits innovants pour le monde agricole. Améliorer significativement le taux de bancarisation, accroître les financements dans l'économie, autant d'objectifs que se sont assignés les établissements bancaires pour l'année 2013. Un autre déjeuner-débat dans cette édition, cette fois organisé par la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur la présentation de l'annexe fiscale 2013 et l'assouplissement de certaines mesures fiscales. Explication Thomas Guessambi. Des opérateurs économiques libanais exerçant sur le sol ivoirien en plein échange à bâton rompu avec le directeur général des impôts, Pascal Abina. Il est question d'échanger sur l'annexe fiscale 2013 et sur ses principaux aspects et difficultés que pourrait engendrer sa mise en œuvre. Invité à animer le déjeuner-débat organisé à cet effet par la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, Pascal Abina a présenté l'annexe fiscale 2013 comme moyen de soutien à la compétitivité des entreprises tout en prévoyant d'importantes mesures sociales. Le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que les entreprises soient compétitives. Mais souvent, par méconnaissance, les gens commettent des actes délictueux parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des mesures de faveur. Donc ces occasions-là nous permettent d'expliquer les mesures prises à leur profit. Contrôlant la majeure partie des industries, commerce et distribution en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques libanais se sont réjouis de cette rencontre. Vous avez vu l'importance des questions qui ont été posées sur le remboursement du crédit TVA. Surtout aussi, nous avons évoqué le problème des entreprises sinistrées et quelles sont les possibilités que ces entreprises soient remboursées. Donc nous avons donné des réponses qui ont été très positives. L'apport fiscal de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimé à plus de 350 milliards de francs CFA. Au chapitre religion, le lancement aujourd'hui du Hajj 2013. Les inscriptions vont donc débuter demain, mardi 26 mars. L'information a été rapportée par les organisateurs du pèlerinage à la Mecque. En bref, les chefs d'état-major de la force africaine déployée au Mali, la MISMA, sont réunis aujourd'hui à Yamoussoukro pour garantir un succès au projet de transformation à terme de la MISMA en une mission de paix capable de recourir à la force. L'actualité en Centrafrique, le président déchu François Bozizé, qui avait fui son pays après la prise de Bangui hier par la rébellion, a trouvé refuge au Cameroun. Le coup de force des rebelles centrafricains de la Séléka est condamné par l'ensemble de la communauté internationale. L'entrée des forces de la rébellion Séléka à Bangui s'est accompagnée de scènes de pillage généralisées, comme ici, aux abords de la maison du fils du président déchu, François Bozizé, qui serait réfugié au Cameroun. Lundi matin, des tirs soutenus étaient toujours entendus, mais les rues désertes sont désormais sous le contrôle des patrouilles de Séléka
ainsi que le palais présidentiel, vide de ses derniers occupants partis dans la précipitation, laissant derrière eux désordre et chaos. La rébellion a demandé une assistance aux forces militaires d'Afrique centrale présentes sur place pour rétablir l'ordre. Sur le plan politique, Michel Djotodia, chef de la rébellion, s'est autoproclamé président. Âgé d'une soixantaine d'années, cet ancien fonctionnaire et diplomate est entré en rébellion en 2005. Il affirme vouloir préserver l'esprit des accords de Libreville, signés avec l'ancien pouvoir, mais que le président Bozizé traînait à mettre en œuvre. Michel Djotodia a confirmé Nicolas Tiangaï à son poste de Premier ministre. Mais malgré ces signes de bonne volonté, l'Union africaine a condamné cette prise de pouvoir violente et a imposé des sanctions à 7 responsables rebelles. Washington, tout comme Paris, qui a envoyé 300 militaires en renfort dans la capitale centrafricaine, demande le maintien du gouvernement d'union nationale. Fin de cette édition. Je vous invite également à visiter notre site www.rti.ci.